Il est 13 h partout en Côte d'Ivoire. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Le directeur général de la police nationale était à Beaunois pour des échanges avec les populations dans le cadre des rencontres du comité consultatif d'éthique. Le directeur général de la police nationale a rappelé aux populations la nécessité de travailler en symbiose avec la police nationale. Avec notre reporter Charles Tatou, nous irons à Korogo, dans la région du Poro, où le chef canton de la ville de Korogo, Issa Coulibaly, a été officiellement intronisé. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement et membres de la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire. Issa Coulibaly est le 21e successeur au trône de la chefferie cantonale de Korogo. Dans l'actualité internationale, l'Angleterre qui porte le deuil suite au décès de la reine Elisabeth II. Le cortège funéraire de la reine a quitté le château de Balmoral pour Édimbourg, la capitale écossaise. Il doit effectuer un retour solennel mardi à Londres pour ses funérailles qui auront lieu le 19 septembre. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous suivre ce 13 h. Que de familles endeuillées, que de destins brisés, que de symphonies inachevées du fait des accidents de la route. Les accidents de la route font malheureusement de plus en plus partie du quotidien des Ivoiriens. Et leur montée en puissance interpelle les pouvoirs publics. Non-respect du code de la route, incivisme et autres manifestations de comportements indélicats d'usagers de la route cause de ces accidents. Autant de raisons qui, pour le ministère du Transport, imposent la prise de mesures conséquentes afin de recadrer les comportements décriés un peu plus haut. Au nombre de ces mesures, envisager le permis à points. Ce 13 h, dans le cadre du Dimanche Magazine, nous essaierons de comprendre l'urgence de la mise en œuvre de ce permis à points, les caractéristiques de ce permis et toute autre question de compréhension qui s'inscrit dans l'univers de ce nouveau mode de contrôle et de sanction. Invité de ce dimanche pour en parler, M. Kwaku Etienne, directeur de la coordination des transports terrestres et des relations extérieures au ministère des Transports. Avec lui, donc, nous aborderons le sujet évoqué. Bonjour, M. Kwaku Etienne, et merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Bonjour, M. Guivet. On se retrouve dans une demi-heure pour en parler. Et avant, l'heure H de cet entretien, sachez, mesdames et messieurs, que le vice-président de la République, Timokom Iliet-Kone, effectue une visite de travail aux États-Unis. Hier samedi, le vice-président est arrivé à Washington, où il a été accueilli par une forte délégation de l'ambassade de Côte d'Ivoire, de la mission diplomatique auprès de l'ONU et du consulat général, accompagné par le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly. Le vice-président a eu une séance de travail avec la délégation ivoirienne. À l'occasion de cette mission, Timokom Iliet-Kone rencontrera les hautes autorités des institutions de Bretton Woods. Des échanges de haut niveau se situent dans la perspective de la signature d'un nouvel accord avec le Fonds monétaire international, le FMI, relatif à un nouveau programme économique et financier qui devrait permettre de renforcer, de consolider la résilience de l'économie nationale. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Ici, en Côte d'Ivoire, du 8 au 9 septembre dernier, de grandes réflexions ont été menées dans le cadre de la 55e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation, édition dont la première dame Dominique Ouattara a été la marraine. Cette 55e édition s'est achevée vendredi dernier avec de grandes résolutions, faire baisser le taux d'analphabétisme qui est de 47% à au moins 30%. C'est Forazegui. Les rideaux se sont refermés sur la 55e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation ce vendredi 9 septembre. Au cours des séances plénières et thématiques, plus de 2000 participants ont échangé sur l'importance cruciale de l'alphabétisation et de l'éducation des filles et des femmes pour le développement durable des nations. Très impressionné par le partenariat qu'il a vu avec le gouvernement et surtout le ministère d'éducation qu'il a pu rencontrer lui-même, et il a salué le remercie infiniment pour tout son travail. Le contenu, c'était très varié, mais avec une approfondissement sur les sujets très importants pour nous tous. Donc bravo, félicitations à toute l'équipe pour tout ce que vous avez réussi à faire. Ainsi, lors des débats, tous sont convenus de s'engager davantage sur 5 recommandations, à savoir... Les discussions de ces 2 journées ont été très riches sur les constats, les expériences, les diagnostics, mais également les solutions innovantes à travers les différentes expériences internationales. D'une part, nous avons parlé de la qualité et de la pédagogie. Nous avons parlé de l'innovation, du rôle de la technologie. Nous avons parlé de la gouvernance. Nous avons parlé du financement. Ce sont 5 recommandations clés qui émanent du rapport, mais qui émanent également des discussions que nous avons eues ensemble.
Au moment où se referme la JIA, la Côte d'Ivoire a reçu les félicitations de l'UNESCO et des participants pour l'innovation apportée dans le domaine de l'alphabétisation. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation annonce le déploiement de son projet phare en la matière sur tout le territoire. Nous lançons la phase 5 de ce projet. C'est un projet innovant, c'est un projet à base d'éducation numérique, c'est un projet qui se rapprochent des femmes sur leur lieu de travail, leur lieu d'exercice de leur métier, d'activité génératrice de revenus. Et nous en sommes à la phase 5 avec le concours du bureau UNESCO d'Abidjan. L'UNESCO estime que dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, 53% des enfants qui ont l'âge de 10 ans ne sont pas capables de lire et comprendre une simple histoire. Dans le monde, ils sont 771 millions de jeunes et d'adultes analphabètes. Il est donc urgent d'agir afin de réduire les inégalités sociales. Et soutenir le combat de l'alphabétisation, c'est aussi et surtout investir dans l'environnement éducatif. En tournée dans le canton Krobou à quelques jours de la rentrée scolaire, Pierre Damba, le président du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa, a visité les infrastructures scolaires offertes par le conseil régional aux populations. Son constat est celui-ci, salle de classe mal entretenue par endroits, manque d'eau, manque de matériel didactique et parfois d'enseignants. Les infrastructures visitées connaissent une santé précaire. Le président du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa, Pierre Damba, promet faire le nécessaire pour y remédier. On retrouve Sephora Zidi. Sous-préfecture d'Aboudé, dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Ce nouveau collège de 2 salles de classe offert par le conseil régional n'a pas reçu de toilettes depuis sa livraison. De passage dans cette localité, Pierre Damba, le président du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa, y fait un tour afin d'estimer les besoins. Dans ce collège, le principal défi à relever, l'extension de l'école et l'installation d'eau potable. Après Aboudé, Pierre Damba visite le lycée Amadou Gon Coulibaly d'Ores Krobou. Ici également, l'école rencontre des problèmes d'eau et surtout le proviseur plaide pour la résolution du problème des enseignants vacataires. Les vacataires, ils sont au nombre de 8 et pendant 8 mois, ils ont travaillé l'année 2021-2022 sans salaire. Le président du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa prend l'engagement de remédier aux problématiques soulevées par les chefs d'établissement. Il invite tout de même les cadres de la région à s'investir dans l'éducation. Les quelques actions que nous devons mener pour être enfin prêts ont été identifiées et nous allons nous atteler à le faire. Mais ce que je voudrais dire, au-delà de ce que je viens de dire, c'est d'encourager tout le corps enseignant pour le travail énorme qu'ils abattent pour que nos enfants puissent être à la hauteur. Il faut également encourager les parents à soutenir donc le corps enseignant parce que je crois que de plus en plus les parents se mettent très loin de l'éducation de leurs enfants alors qu'ils doivent contribuer aux côtés du personnel enseignant et des directeurs des établissements pour accompagner nos enfants. Donc je voudrais vraiment les encourager à le faire et l'ensemble des cadres également à soutenir les écoles parce qu'il y a de richesse que d'hommes et je pense que l'éducation doit être érigée en priorité partout dans notre région. Pierre Damba insiste sur le fait que l'éducation est une priorité dans le dispositif du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa et les résultats obtenus au baccalauréat, soit 50,90% par le lycée Amadou Gon Coulibaly d'Ores Krobou, l'encouragent à davantage répondre aux exigences d'une école de qualité prônée par le gouvernement. Et puisque nous parlons d'éducation, pas question de se laisser surprendre par cette rentrée scolaire qui pointe à l'horizon. Telle semble être la formule qui guide les parents d'élèves déjà à la tâche pour faire face à la rentrée scolaire de leurs enfants. Ces parents, comment se préparent-ils? D'ailleurs, sont-ils réellement prêts à envoyer leurs enfants répondre présents au rendez-vous du 12 septembre, date de la rentrée? Dans les librairies et autres magasins, quels coûts affichent les manuels scolaires? Sont-ils abordables ou élevés? Ces coûts sont-ils à la portée de leur bourse? Éléments de réponse dans ce reportage d'Evelyne Yeboué et de Serge Coléa. À quelques jours de la rentrée scolaire, le petit Jakim brûle d'impatience. À 4 ans, il est inscrit en grande section. Il arbore déjà son nouvel uniforme d'école avec un brin de fierté. Papa et maman ont pris toutes les dispositions pour que le lundi 12 septembre, le gamin soit présent aux côtés de ses petits camarades
du préscolaire. La rentrée scolaire, c'est un événement important dans la vie de nos enfants et des parents que nous sommes également. Il faut beaucoup investir dans la vie des enfants, ce qui est normal. Les enfants sont un héritage. Et la rentrée a besoin donc de se préparer lorsque l'année scolaire est en train de finir. Donc pour nous, tout se passe bien. On a permis aux enfants de faire les cours de vacances et tout en sachant que la rentrée doit bientôt commencer sur le domaine financier, le domaine psychologique, spirituel et tout ça. Nous sommes déjà prêts. Le couple Bonfrein est parent de 3 élèves. Après les vacances, ils attendent de voir leurs enfants reprendre le chemin des classes. Au niveau des enfants, on leur demande de faire des petites révisions. Nous, à notre niveau, nous misons un peu sur les fournitures, les uniformes, les chaussures, tout ça, l'habillement. Nous sommes pressés pour que les enfants reprennent la route de l'école avec certains bruits. Donc, le 12 serait bienvenu pour qu'ils puissent aller à l'école. De Cocody, nous nous rendons à Agamé. Dans cette famille, les élèves sont issus du primaire et du secondaire. Ici, on ressort les manuels et tenues scolaires rangés au placard le temps des vacances. Je suis content pour aller voir mes amis et ma maîtresse et la directrice et le directeur. Mes kakis sont au top. Je suis déjà prêt, j'ai lavé mes chaussures et tout. Je suis déjà prêt à affronter la classe de terminale. Je vais avoir mon bac puis aller à l'université. L'imminence de la rentrée est palpable également sur les marchés. Cartables, cahiers, ouvrages et tenues scolaires dominent étalages et vitrines des commerçants et couturiers. Tout ce dont un élève a besoin pour aller à l'école, on a tout ici. Et puis c'est de la plus petite bourse jusqu'à la plus grande. C'est-à-dire que de toutes sortes de prix, on a ça ici. Actuellement, comme c'est la rentrée qui vient, on court les kakis, carreaux, bleu, blanc. Maintenant, kaki jardin pour les élèves. Les kakis, il y a plusieurs modèles. Il y a kaki choco, il y a kaki courant. Je viens acheter les sacs, les gouttes, les accessoires pour la rentrée. C'est un petit rituel, voilà, on a l'habitude de faire les achats. L'ambiance est un peu fluide parce que les derniers jours, là, c'est un peu trop chargé puis les prix augmentent. Plus que quelques jours avant le démarrage officiel des cours prévu le lundi 12 septembre 2022, une date inscrite dans l'agenda des parents d'élèves. Chacun s'active pour respecter les délais et obligations liées à cette période où il faut mettre la main à la poche. Et dans un environnement plus traditionnel, loin des hauts questionnements liés à la rentrée scolaire, le chef canton de la ville de Korogo, Issa Coulibaly, a été officiellement intronisé. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement et membres de la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire. Cérémonie parrainée par Gilbert Kafana-Koné. Issa Coulibaly, rappelons-le, est le 21e successeur au trône de la chefferie cantonale de Korogo. Charles Tatou. Bondala, place des cérémonies traditionnelles de la cour royale du patriarche, feu Péléfolon Bon Coulibaly en effervescence. Et pour cause, les membres de cette grande famille officialisent la succession au trône de la chefferie cantonale avec l'intronisation de Sa Majesté Issa Coulibaly qui depuis 5 ans assurait l'intérim, occupant le poste de premier vice-président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Les membres du gouvernement issus du district des Savanes et les chefs traditionnels des autres régions du pays, avec à leur tête le président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, Nana Tanoé, n'ont pas voulu se faire compter la cérémonie de passation de pouvoir traditionnel cantonal de la ville de Korogo. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Coulibaly, témoigne la gratitude de la famille aux invités. Le déplacement du président de la Chambre des rois et chefs traditionnels montre non seulement son attachement au fonctionnement de son institution, mais très certainement est un témoignage des relations excellentes entre son vice-président et lui. Nous voulons remercier le président de l'Assemblée nationale, le président Adama Bictogo, mais également le président du Sénat, le président Aossou Jano, qui a dépêché une très forte délégation de chefs du Bélier et du Béquet. Monsieur le ministre d'État Ibrahim Ouattara, vous êtes fils du district des Savanes, mais vous représentez également la grande famille
du royaume de Congo, que dis-je de l'empire de Congo. Le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, président de la cérémonie, prodigue des conseils. Le chef de canton est appelé à travailler en étroite collaboration avec tous les chefs de villages de son canton. Et les chefs de ces différents villages, quoique autonomes, sont invités à reconnaître son autorité. Donc sa marge de manœuvre en ce qui concerne les affaires de ces villages est très grande. Dans cette perspective, le chef de canton doit prôner l'unité des fils, l'unité des filles de la région. Le ministre d'État à la présidence de la République chargé des relations avec les institutions, Gilbert Kafana-Koné, représentant le chef de l'État Alassane Ouattara, lui exhorte les cadres à faire bloc autour du chef canton pour la réussite de sa mission. Le président de la République m'a demandé de porter à l'attention de Korogo le rassemblement des filles et des fils de Korogo, du canton et de la région du Poro. Il m'a demandé expressément de vous dire qu'il compte sur vous pour soutenir et assister le chef de canton afin qu'il réussisse sa mission. Sa Majesté Issa Coulibaly est le 21e chef canton de la région du Poro. Deuxième titre de ce journal, au chapitre sécurité de cette édition, le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, était à Beaunois pour des échanges avec les populations dans le cadre des rencontres du comité consultatif d'éthique qui vise à renforcer la cohésion sociale et les relations police-population. Le directeur général de la police nationale a rappelé aux populations la nécessité de travailler en symbiose avec la police nationale. Abou Sanogo. Le directeur général de la police nationale, l'administrateur général de police Youssouf Kouyaté à Beaunois. Une visite pour prendre part à une rencontre du comité consultatif d'éthique au foyer des jeunes de Beaunois. L'objectif de cette rencontre est de renforcer les relations police et population, d'améliorer les qualités de prestation des services de police vis-à-vis des usagers, d'amener la population à s'approprier la chose sécuritaire et de collecter des renseignements utiles afin de mieux prévenir les commissions des infractions. À cet effet, les chefs de services et des commissariats de Beaunois et d'Aboisseau ont exposé sur des thématiques notamment le trafic de drogue en milieu scolaire et les accidents de la circulation. Une rencontre saluée par les populations qui se sont engagées à collaborer avec leur police. Nous sommes fautifs. Nous, jeunesse de Beaunois, nous sommes fautifs. Nous venons vers vous exprimer ce regret que nous avons eu. Si Beaunois en son temps a été le théâtre de plusieurs situation quand même gênante, nous venons auprès de vous nous en excuser. Et vous promettez d'ores et déjà qu'à partir de maintenant, déjà nous ne souhaitons pas que ce genre de situation arrive, mais si ça doit arriver, ça ne sera plus jamais à vous. Le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, se félicitant de la franche collaboration entre police et population, les a invités à poursuivre les activités du comité consultatif d'éthique. Nous souhaitons que la population de Beaunois et la police nationale, je ne dis pas la police de Beaunois, la police nationale, nous formons. À l'issue de cette rencontre, Youssouf Kouyaté a visité le chantier du nouveau commissariat de police de Beaunois. Il a également procédé à la pose de la première pierre du commissariat de police de Yahou, qui sera bâti sur une superficie de 2925 mètres carrés en présence des autorités administratives et coutumières d'Aboisseau. Depuis le 3 septembre dernier ont débuté en Côte d'Ivoire les différentes épreuves pour l'entrée à la fonction publique session 2022. Ce week-end, depuis hier, ont lieu les compositions assistées par ordinateur. Ce sont des concours de spécialités ouverts, entre autres, aux techniciens en informatique, de gestion, secrétaires et ingénieurs en électrotechnique. Le démarrage officiel de ces 2 jours de composition s'est déroulé au plateau en présence de la directrice de cabinet représentant la ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto. Ces compositions assistées par ordinateur concernent 524 candidats engagés dans 34 concours. Récit de Franck Quadio. Les concours de la fonction publique session 2022 se poursuivent. Ce week-end s'ouvre la composition assistée par ordinateur. 6524 candidats concernés pour 34 concours, dont 22 ce samedi à dimanche. Ça concerne nos domaines respectifs, donc je pense qu'avec beaucoup de chance et beaucoup de concentration, tout va bien se passer.
Ces compositions assistées par ordinateur sont des concours de spécialité ouverts, entre autres, aux techniciens supérieurs en informatique de gestion, secrétaires assistants de direction et aux ingénieurs en électrotechnique. Des épreuves constituées de questions à choix multiples, durée moyenne 20 à 45 minutes. Au fur et à mesure, c'est le système qui définit l'exactitude des réponses. Il les enregistre à la fin de la composition. Et au niveau résultat, puisque c'est une spécialité, ça veut dire qu'il y a d'autres matières qu'il va composer après par écrit. L'exigence pour les candidats, selon le directeur de cabinet représentant la ministre de la fonction publique, demeure la concentration. Il y a des métiers comme les métiers de secrétaire et d'informaticien qui ont comme outil principal l'informatique. Donc il était quand même bon que pour ces concours, les compositions soient faites, assistées par ordinateur. Pour rappel, les concours de la fonction publique session 2022 divisés en 4 sessions se sont ouverts le 3 septembre dernier et vont s'achever le 16 octobre 2022. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier samedi 10 septembre 2022 13 nouveaux cas de Covid-19 sur 622 échantillons prélevés, soit 2,1% de cas positifs, 12 guéris et 0 décès. À la date du 10 septembre 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 86 919 cas confirmés, dont 86 081 personnes guéries, 822 décès et 16 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 617 729 le 9 septembre 2022. 6 995 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 18 536 336 doses du 1er mars 2021 au 9 septembre 2022. Parlons à présent de l'Institut national de formation professionnelle agricole, l'INFPA, et l'organisation non gouvernementale Chantry Garden Medical Formation qui ont signé un accord cadre de partenariat pour la formation et l'insertion de jeunes dans le domaine agricole, de l'élevage, de l'aquaculture. C'était en présence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani. Lansine Bakayoko. Par cette convention cadre, l'Institut national de formation professionnelle agricole s'engage à apporter une assistance technique à la mise en œuvre des projets et assurer la formation des jeunes admis au programme. Nous avons des parcelles agricoles. Dans l'Institut, chaque école est adossée à une parcelle de formation et de production. Ces parcelles seront mises à disposition, les intrants seront fournis par nos partenaires et nous allons produire selon des normes qui sied afin de pouvoir divulguer ces résultats et mettre des productions à la disposition des populations en zone urbaine. De son côté, l'organisation non gouvernementale Chantry Garden Medical Foundation va financer gracieusement les kits d'installation des jeunes en fonction d'un plan d'activité élaboré par les deux parties, à fournir les différentes variétés de semences en quantité suffisante pour les plantations. Nous allons apporter ce qui manque aujourd'hui, c'est-à-dire les semences, les entrants, tout ce qui parle d'engrais, du matériel agricole. Nous sommes une fondation, notre rôle c'est d'aider. Et ça va permettre d'occuper nos jeunes sur le terrain. Il s'agit de financer l'installation des unités de transformation ou semi-transformation et de racheter toutes les productions provenant des plantations des jeunes formés et installés dans le cadre du programme. Je voudrais que vous puissiez redoubler d'efforts pour que le partenariat qui vient d'être mis en place puisse aller jusqu'au bout et que les résultats que nous escomptons puissent vraiment être à la mesure de l'engagement que vous y mettrez. Kobenan Kwasi Adjoumani exhorte les parties contractantes à la bonne exécution des activités du programme conformément au cahier des charges. Direction à présent la région de la Nawa où les couturiers professionnels de cette région ont initié récemment dans la commune de Soubré la 2e édition du Club des Amis de la Couture. Ce rassemblement fut l'occasion pour eux de procéder au renouvellement des instances dirigeantes de ce club. Les couturiers professionnels veulent promouvoir l'insertion professionnelle des jeunes et s'impliquer dans le développement de la localité. Jean-Marc Tchadji.
Défilé de plus de 1000 couturiers professionnels dans les rues de la commune de Soubré, dans la région de la Nawa. Ils présentent avec fierté leurs créations taillées sur mesure aux populations. Ces jeunes artisans de la localité célèbrent la 2e édition du Club des Amis Couturiers de Côte d'Ivoire. Occasion pour investir Elvis Kwasi, nouveau président régional de la fêtière. Ils prônent l'union pour l'organisation de leur corporation. Nous sommes déjà unis. Nous sommes déjà dans la cohésion et c'est de renforcer la cohésion qui nous reste. Et avec la volonté de chacun d'entre nous, nous savons que nous allons arriver. Les populations de la Nawa s'engagent à apporter leur appui à ces couturiers. Donc c'est vraiment une activité à saluer. Et nous, notre rôle en tant que parrain, c'est de les accompagner pour améliorer leurs revenus, améliorer leurs conditions de travail. L'Association des couturiers professionnels de la Nawa revendique plus de 2000 membres. Ils souhaitent promouvoir l'insertion professionnelle des jeunes dans les 4 départements de la collectivité. Un tournoi de football pour promouvoir la cohésion sociale. Nous sommes dans la région du Tchologo, à Ferkessédougou. La 4e édition du tournoi de la fraternité, doté du trophée Télé Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, a eu lieu. L'initiative est de la team ODD de Ferkessédougou. La finale de ce tournoi a eu lieu au stade municipal de la ville de Ferkessédougou. C'est ce que nous dit Issa Chonoyeo. Le balafon et plusieurs autres danses de la région du Tchologo au stade municipal de Ferkessédougou. Nous sommes à l'apothéose de la 4e édition du tournoi de la fraternité dotée du trophée Télé Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo. Une institution de la team ODD conduite par Ouattara Dombi Drissa, cadre de la région. Elle vise à renforcer les liens de fraternité et le vivre ensemble entre les filles et fils de la localité afin de consolider la cohésion sociale. La jeunesse est préoccupée sérieusement. Il y a plusieurs tournois qui sont organisés. Elle n'a pas le temps de s'adonner aux fils. C'était ça notre objectif. Le ministre Télé Birahima Ouattara, notre leader, a bien voulu nous accompagner, nous donner des conseils. Cette 4e édition a mis en compétition du 23 août dernier au 3 septembre 2022 17 équipes venues des villages et des quartiers de la ville de Ferké. La finale a été remportée par l'équipe de Saint-Paul aux dépens du FC Mossidoukou. Au tir au but devant plus de 2000 spectateurs. Un dîner gala a meublé la soirée de cette célébration de la paix. Félicitations aux vainqueurs de cette compétition et pour que règne la paix en Côte d'Ivoire, des prières ont été formulées par des intercesseurs catholiques sur initiative de la communauté catholique Mère du Divin Amour. C'était au cours de la 4e édition du séminaire international des intercesseurs. Cette plateforme spirituelle d'Afrique et d'Europe a permis à des milliers de religieux catholiques de prier pour la paix en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Jean-Marc Djadji. Une coalition d'intercesseurs catholiques engagés dans la prière pour la paix et la justice dans le monde. C'est la vision de la communauté Mère du Divin Amour à travers l'ouverture de la 4e édition de la Semaine internationale des intercesseurs. Un rendez-vous et une formation spirituelle qui vise à redéfinir le rôle de l'intercesseur dans les nations, notamment la Côte d'Ivoire. À partir du moment où tu choisis d'être intercesseur, tu n'es pas intercesseur pour toi-même. Et Dieu a la possibilité de te montrer les choses à venir, même sur ta nation. La Semaine internationale des intercesseurs, ce sont plus de 1000 participants et prédicateurs internationaux venus d'une dizaine de pays d'Afrique et d'Europe. La mission de l'intercesseur et les acteurs prophétiques au menu des enseignements. Je pense qu'un instrument puissant que nous avons entre nos mains, c'est l'instrument de l'intercession. Parce que nous avons également reçu beaucoup de témoignages des intercesseurs qui changent la destinée des nations. C'est vrai qu'on peut avoir toutes sortes de revendications politiques, on a beaucoup de choses à dire, mais la Bible nous dit de prier pour les autorités. C'est-à-dire que l'intercesseur, c'est un chrétien qui se lève et qui prie pour le bien-être des autres. 1000 étudiants intercesseurs formés par la communauté Mère du Divin Amour recevront leur diplôme pour les 3 sessions de l'année 2021-2022.
Et toujours au chapitre religion de ce journal, cet instant de célébration, la communauté catholique de Moronou, dans le département de Tomodi, a célébré la fête patronale de la chapelle Saint-Augustin du village, une réjouissance marquée par le don de soi, traduit par une collecte pour continuer l'œuvre de rénovation de la chapelle. Les précisions de Kader Sokotogo. Moronou, les fidèles catholiques de ce village, à quelques encablures de Tomodi, sont à la fête patronale de la chapelle Saint-Augustin. Une messe d'action de grâce pour marquer l'événement. L'homélie du révérend père Emmanuel Kofi, curé de la paroisse Saint-Jean de Morofé, a tourné autour du don de soi, une caractéristique de Jésus-Christ. Une fête patronale qui a été une occasion pour organiser une collecte pour les travaux de rénovation de la chapelle qui a été construite en 1986. Parmi les donateurs, le président du Sénat, représenté pour la circonstance. Le message du président du Sénat cadre avec ce que nous avons entendu aujourd'hui dans l'homélie. C'est surtout le don de soi, l'humilité et sa contribution à tout ce qui participe à l'émulation des populations. Une action saluée par les ressortissants de Moronou. Nous sommes en train de bâtir une maison et ils sont venus apporter leur pierre donc à l'édification de cette maison. On voudrait leur dire merci au président du Sénat qui a répondu favorablement donc à notre appel de don. C'est un acte de foi, d'espérance et de charité. Nous sommes tous engagés dans ce processus-là. On se rend bien compte qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour la communauté, mais c'est déjà un bon début. Moronou a prié, chanté et dansé afin que Dieu puisse autoriser l'œuvre de développement de la localité. Le centre d'action culturelle de la commune d'Abobo a abrité un concours de psalmodie du Saint-Coran. Cette initiative est d'une association dénommée les Amis du Noble Coran. Les organisateurs veulent, à travers cette activité, contribuer à la promotion des valeurs de piété, de tolérance, d'amour pour son prochain et de paix prônées par les textes sacrés de l'islam, tout en créant une saine émulation de jeunes apprenants âgés de 9 à 11 ans étaient en compétition. Ils sont issus de 12 établissements confessionnels islamiques. C'est ce que nous rapporte Walter Amadou Ouattara. Ce concours de slamodie du Saint-Coran vise à stimuler l'excellence dans le système éducatif islamique selon les organisateurs. Notre objectif, c'est de donner l'amour de la mémorisation du Noble Coran à nos enfants, les amener à adopter un comportement sain. 12 établissements d'enseignement islamique en lice. Le grand vainqueur de cette édition est un non-voyant. J'ai 10 ans. Cela fait maintenant 3 ans que je mémorise le Coran. J'ai gagné grâce à mon abnégation et au courage que j'ai mis. Souleymane Touré, conseiller technique du Premier ministre, a bien voulu que le premier prix porte son nom. En mission, il est représenté. L'enfant est le représentant des parents. Donc quand on voit un enfant en train de lire le Saint-Coran, ça motive nous les adultes à en faire davantage. Et à remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet tous les jours aux enfants, aux plus grands comme aux plus petits, d'avoir la connaissance de ce noble livre qui est le Saint-Coran. La démarche de l'association Les Amis du Noble Coran encourage également les parents à inscrire les enfants dans les établissements franco-arabes. Elle bénéficie de toute l'adhésion du COSIM. Cette cérémonie de lecture coranique est à saluer et à faire des bénédictions pour ceux qui ont organisé, les hommes du Coran et ceux qui ont aussi soutenu. Et parce que apprendre les enfants à voir Dieu, à aller vers Dieu, à parler le langage de Dieu, c'est une bonne chose. C'est ce que nous devons promouvoir. Respectivement, le 2e et le 3e prix portent les noms de Ibrahim Koné, directeur général de Kipus Afrique, et de Diakali Diakonaté, secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières. Et dans l'actualité internationale, vous le savez, l'Angleterre porte le deuil depuis quelques jours suite au décès de la reine Elisabeth II. Le cortège funéraire de la reine Elisabeth II a quitté le château de Balmoral pour Édimbourg, la capitale écossaise. Un voyage de 300 km qui se fera par la route. Il doit effectuer un retour solennel mardi à Londres pour ses funérailles qui auront lieu le 19 septembre. Une foule nombreuse est attendue sur le parcours du convoi funéraire pour saluer une dernière fois celle qui avait régné 70 ans et 7 mois à la tête du royaume.
Place à présent au Dimanche Magazine, au magazine de cette édition. Notre invité nous a rejoint sur ce plateau, Monsieur Kouakou Étienne, directeur de la coordination des transports terrestres et des relations extérieures à la direction générale des transports et de la circulation du ministère des Transports. Monsieur le directeur, avec vous, nous allons parler du permis à points. Ce permis est une innovation du ministère, n'est-ce pas? Du ministère des Transports. En effet, c'est une innovation. C'est une innovation qui vient donc du décret 2022-631 du 3 août 2022 qui stipule qu'à chaque permis de conduire, il est alloué un capital de points qui diminue en fonction des infractions commises par son détenteur. Et pourquoi l'urgence de cette innovation? Dites-nous. C'est une urgence qui est due au fait qu'il y a une recrudescence des accidents. Et nous avons constaté que les formes habituelles des sanctions, des infractions qui sont commises ne suffisent pas au conducteur à prendre conscience de l'état de la gravité de la situation. Ces formes habituelles sont donc des amendes. Donc c'est une sanction pécuniaire. Donc face à cela, le gouvernement a trouvé utile de quantifier, donner une valeur quantifiable au permis de conduire qui va s'amenuiser, qui va diminuer au fur et à mesure qu'on commet des infractions. De cette manière, nous pensons que le titulaire d'un permis de conduire prendra conscience du fait qu'à tout moment, il peut perdre l'utilité de son permis, ça peut lui échapper. Et donc, il va avoir une prise de conscience. Alors, dites-nous, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, quelles statistiques renseignent de l'ampleur de ces conséquences? Alors, pour 2021, nous avons enregistré autour de 13 000 accidents pour 1 500 tués sur les routes. C'est énorme. De toutes les façons, en ce qui concerne les accidents de la circulation, un seul accident, un seul est tué sur la route, interpelle les autorités et en premier, Monsieur le ministre des Transports. Donc c'est pour nous une nécessité de réagir tout de suite pour faire cesser l'hécatombe et faire donc décroître la courbe donc des accidents de la circulation en Côte d'Ivoire. Alors, va-t-on retirer de façon physique le permis que l'on utilise en ce moment pour le remplacer par un autre permis physique que l'on appelle le permis à points? Non, on ne retirera pas le permis que nous détenons actuellement parce que la gestion des points se fait sur le volet, la copie électronique du permis de conduire. Parce que le permis que nous avons physique, il a une version électronique qui se trouve dans notre base de données, qui contient toutes les informations que nous avons sur le permis physique, et même plus que ça. Donc, c'est sur cette copie électronique que nous allons affecter le capital de points, et c'est sur cette copie électronique que nous allons faire la gestion donc, de ce capital de points. Et cette explication me ramène justement à ce questionnement que l'on se pose. Quelles sont les caractéristiques particulières de ce permis à points? Tout à l'heure, vous parliez d'une valeur quantifiable que vous donnez au permis. Est-ce que vous pouvez étayer ces propos-là? Alors, c'est le principe. Le principe donc, qui a été édicté par le décret que je viens d'énoncer tout à l'heure et qui stipule en 5 points comment se gère ce permis. Le premier point, d'accord, c'est ce qu'on vient de dire, c'est qu'il est alloué à chaque permis un capital de points. Le deuxième point, c'est que chaque infraction commise par le conducteur fait objet de retrait de points. Le troisième point de ce principe, c'est qu'il y a possibilité pour le conducteur à qui on a retiré des points de reconstituer son capital. Le quatrième point de ce principe, c'est qu'un permis pour lequel le capital de points est épuisé est donc invalidé. Ça veut dire qu'on ne peut plus l'utiliser dans la circulation. Alors, des points que nous allons égrener les uns après les autres. Mais pour la petite histoire, sachez que c'est le 3 août que le décret portant réglementation de l'usage des voies routières ouvertes à la circulation publique est entré en vigueur avec justement l'idée du permis à points. Un système qui, comme nous l'avons dit et comme notre invité vient de le préciser, se donne pour objectif de réduire l'incivisme au volant et les infractions routières. Suivons ensemble cet élément de l'enseigné Bakayoko qui nous apprend davantage sur le sujet. Ce nouveau système à points concerne toutes les catégories de permis de conduire et avant tout à vocation pédagogique. L'objectif étant d'éviter les infractions au code de la route et surtout les récidives. Selon le dispositif réglementaire, en plus de faire perdre des points pouvant déboucher sur le retrait du permis de conduire en cas de solde de points nuls, le conducteur imprudent s'expose à des amendes. Ces amendes varient entre 2 000 et 10 000 francs. Précision, le retrait des points sur le permis de conduire
ne concerne pas les infractions routières liées à l'état du véhicule, ni directement à la conduite ou aux agissements du conducteur sur les voies ouvertes à la circulation publique. En Côte d'Ivoire, plus de 12 000 accidents de la circulation sont enregistrés annuellement. Ces accidents constituent la première cause de mortalité chez les enfants et les jeunes âgés de 5 à 29 ans selon le ministère des Transports. Ce département ministériel observe que le taux de décès sur les routes est de 24 pour 1000 habitants. Alors, M. Kouakou-Etienne, dans cet élément de notre reporter Lansine Bakayoko, on apprécie ce sur quoi va porter l'efficacité de ce permis, mais avec vous, plus de détails. Est-ce que les usagers seront renseignés sur ces infractions qui entraîneront la perte de ces points? Alors, je voudrais revenir sur l'élément et relever le fait que le permis à points vient parce qu'on a constaté beaucoup de récidives, malgré les sanctions qui étaient déjà appliquées, qui étaient des sanctions pécuniaires, notamment les amendes. Et donc, il l'a bien dit dans l'élément qu'il y a toujours les amendes qui vont exister. Les amendes demeurent. Les amendes demeurent. Toutes les infractions commises font l'objet d'amendes, en plus de faire l'objet d'un retrait de points. Donc, vous allez voir que les deux sanctions vont cohabiter. Et l'élément important aussi à relever, c'est que c'est en zone vidéo-verbalisée. Ce sont donc des sanctions vidéo-verbalisées. Vidéo-verbalisées. Alors, la vidéo-verbalisation qui existe aujourd'hui et telle que ça fonctionne, c'est ce qui va nous permettre de relever les infractions qui sont commises par les usagers. Donc, il n'y aura pas de contact direct avec un agent verbalisateur. Le contact pourrait s'établir avec les agents qui seront dotés des terminaux qui sont capables d'être connectés directement à la base de données. Comment cela va-t-il se passer? Expliquez-nous. Alors, lorsque vous êtes flashé par la vidéo-verbalisation, c'est-à-dire qu'il y a un radar qui vous a flashé, on récupère donc votre numéro d'immatriculation et on vous notifie que vous avez commis une infraction. Par un message. Cette notification se fait de façon électronique, tout comme ça peut se faire de façon physique. Donc, on peut vous envoyer un courrier pour vous le notifier, on peut le faire par SMS. Mais la voie la plus privilégiée, c'est la notification de façon électronique. Donc, une fois que vous êtes notifié, vous êtes au courant que vous avez perdu des points, il y a tout de suite pour vous la possibilité de commencer, par un respect donc, des règles de circulation, à espérer récupérer les points perdus. Ça veut dire quoi? Que dans la reconstitution des points, il y a le volet qui dit que lorsque vous ne commettez plus d'infraction pendant un délai donné, vous avez la possibilité de récupérer automatiquement les points perdus. Et ce délai, il est de combien de temps? Alors, ce délai, d'abord, il faut commencer par dire que les points retirés sont de 2 pour certaines infractions, 3 pour d'autres, 4 pour d'autres encore, et 6 pour les plus graves. Donc, pour les infractions de 2 et 3 points, le temps pour avoir une récupération automatique des points perdus, c'est de 2 ans. 2 ans. 2 ans. Pour les infractions de 4 points, c'est 3 ans. Et pour les infractions de 6 points, c'est 4 ans. Alors, au bout de 4 ans, lorsque vous avez commis une infraction de 6, qui vous a retiré 6 points, si vous ne commettez plus d'infraction, vous récupérez automatiquement vos points perdus pour reconstituer votre capital. À côté de cela, il y a la possibilité de récupérer par formation. Dans un stage, vous faites un stage dans un centre agréé pour la récupération des points, pour la reconstitution donc, du capital. Et donc, ce stage, on peut le faire autant de fois que l'on... Justement, le stage, vous n'avez droit qu'à un seul stage par an. Donc, si vous avez fait un stage et qu'après vous commettez d'autres infractions, vous n'avez plus la possibilité de faire des stages pour les récupérer. Et ce permis à points s'applique à tout type de catégorie de permis? Ce permis à points s'applique à toutes les catégories de permis, les catégories A, B, C et D et E qui sont en vigueur aujourd'hui. D'accord. Alors donc, lorsque l'on a épuisé ces 12 points que notre permis n'est plus valable, à quelle porte pouvons-nous frapper? La notification dont vous parlez, comment est-ce qu'on la reçoit? Elle se fait de façon technique, d'accord, mais pour celui qui ne sait pas à quel sens se vouer, doit-il s'adresser au service du ministère des Transports ou y a-t-il une adresse précise à laquelle il peut s'interroger? Alors, je voudrais déjà préciser qu'il est autorisé à chaque utilisateur, chaque usager, d'aller sur la plateforme pour consulter son capital point. Il y a donc un dispositif, une application qui va être mise en place par l'opérateur, qui est déjà même en place pour la consultation des documents de transport qui nous sont affectés. Il y a donc cette possibilité pour tout usager d'aller consulter son capital point. À côté de cela, il y a les contrôles qui se font. Donc, à l'occasion d'un contrôle, si on constate que votre permis est épuisé,
on vous donne injonction de le déposer directement. On vous le retire quand c'est un agent qui fait le contrôle. Si c'est une consultation, à partir donc de notre base de données, on constate que votre permis est épuisé, le point de votre capital est épuisé, on vous envoie une notification pour vous enjoindre à aller déposer dans nos services le permis de conduire en question. Et donc ça, c'est une notification qui est faite par Monsieur le ministre des Transports. Alors, le projet est encore soumis à l'épreuve des textes. Y aura-t-il une phase expérimentale auprès des usagers avant le démarrage effectif de ce processus? Ou ce projet va leur tomber comme ça dessus sur la tête? Alors, la première étape, donc, à l'issue du décret qui donc institue ce permis à points, c'est la prise d'un arrêté d'application. Et donc, cet arrêté d'application a été pris. Quand vous voyez que je parle de 12 points, c'est parce qu'en atelier, on a décidé que ce soit 12 points. On a arrêté ainsi. Et les différents points qui sont prélevés en fonction des infractions, tout cela a été discuté en atelier. Et donc, après cet atelier, nous allons donc reverser les résultats de cet atelier aux autorités, notamment M. le ministre des Transports. Et au moment opportun, il décidera, il avisera, il communiquera sur l'entrée en vigueur effective de ce permis. Et combien de temps pourrait durer ce temps de réflexion et d'analyse? Mais le souhait de tous, c'est que ça aille très vite. Ça aille très vite, compte tenu donc de la recrudescence des accidents et de la récidive de beaucoup de mauvais conducteurs. D'accord. Donc, je sais que c'est aussi la préoccupation de M. le ministre de faire en sorte que très rapidement, ce permis à points puisse être mis en œuvre. Et les usagers bénéficieront tout de même d'une phase explicative? Oui, la phase explicative, voilà, c'est ce que nous sommes en train déjà de faire. Et il va y avoir en même temps une phase explicative qui va se dérouler sur l'ensemble du territoire. C'est une communication que nous avons l'habitude de faire pour tous nos textes, la vulgarisation des textes. Cela va être fait, mais ce sera sur l'ensemble du territoire. Alors, on a également vu le ministre des Transports engager une certaine démarche auprès des acteurs du transport afin que ceux-ci puissent rencontrer et poser donc l'idée de ce projet. Comment ont-ils réagi de façon directe à cette approche? Alors, de façon directe et déjà très rapidement, au regard, oui, de ce qui s'est passé donc, pendant nos travaux en atelier pour l'adoption et la validation de cet arrêté, nous avons constaté une adhésion de l'ensemble des acteurs qui étaient invités. Et donc, nous avons espoir qu'au regard donc, de la gravité des accidents, au regard de la perte en vie humaine sur les routes, cela va aller avec l'adhésion de toute la population. Alors, rapidement, auriez-vous un appel à lancer à nos téléspectateurs concernant la mise en œuvre prochaine de ce permis? Très rapidement. C'est d'inviter tout le monde à adhérer déjà à cette innovation que nous apportons au document précieux du transport qu'est le permis de conduire. Je voudrais rassurer les uns et les autres que cela n'engagera aucun frais pour les usagers. Donc, il n'y a rien à débourser. Nous agissons juste sur la copie électronique du permis de conduire. Alors, merci à vous, Monsieur Étienne Kouakou, sur cet appel donc lancé que se referment les pages de cette édition. Juste avant de rendre l'antenne, nous voulons juste rappeler que dans le cadre du Dimanche Magazine, ce 11 septembre, nous avons reçu Monsieur Kouakou Étienne, directeur de la coordination des transports terrestres et des relations extérieures à la Direction générale des transports terrestres et de la circulation du ministère des Transports, avec qui nous avons parlé des caractéristiques du permis à points. Nous espérons que vous avez été éclairés sur le sujet. Merci de nous avoir suivis. Bon début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.